Bonjour Vincent Lemire. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron s'est donc exprimé hier soir à la tribune de l'ONU. Écoutez. Il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de guerre au Liban. C'est pourquoi nous appelons avec force Israël à cesser l'escalade au Liban et le Hezbollah à cesser les tirs vers Israël. Éviter l'embrasement avec un cessez-le-feu de 3 semaines afin de permettre la diplomatie. C'est l'appel de la France avec les États-Unis et quelques pays arabes. Le message a des chances de passer ? Oui, moi je suis fier de la diplomatie française ce matin et de la diplomatie en général. Enfin, il se passe quelque chose à l'ONU et à l'Assemblée générale de l'ONU. Le multilatéralisme, ça sert à quelque chose. Je le dis depuis le 8 octobre dernier, la diplomatie et les diplomates, il ne faut pas seulement les juger à ce qu'ils sont capables d'accomplir. Il faut aussi savoir les juger à ce qu'ils sont capables d'empêcher. Alors, ce n'est pas très facile à vendre, ce qui n'arrive pas. Mais la diplomatie, elle est aussi là pour freiner l'embrasement, pour freiner quand on s'approche du gouffre. Et la fameuse formule de De Gaulle en 1960, l'ONU, ce machin. Là, cette nuit, il s'est passé quelque chose. On a une vraie proposition sur la table. Une proposition, mais pour l'instant, ce sont des mots. Oui, ce sont des mots. Mais c'est quand même soutenu par un bon paquet de pays, par toute l'Union européenne, par les alliés traditionnels des États-Unis, par la Grande-Bretagne, par l'Australie, par le Qatar, par l'Arabie Saoudite. Et donc, c'est une proposition de cessez-le-feu temporaire. Donc c'est assez pragmatique. 21 jours. 21 jours, ça permet d'enjamber le 7 octobre. Tout le monde y pense au 7 octobre. Il va se passer quelque chose le 7 octobre. Il doit se passer quelque chose. Et peut-être que là, les différents acteurs, on sait que le Hezbollah et l'Iran sont les 2 pieds sur le frein. Depuis l'été dernier, je veux dire, ils freinent tout ce qu'ils peuvent. Donc, eux n'ont pas intérêt à l'embrasement et ils l'ont dit. Quand vous dites ils freinent tout ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils ne répliquent pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient faire. Objectivement, c'est pas moi qui le dis, mais tous les observateurs, quand ils comptent les impacts, les tirs israéliens et les tirs du Hezbollah, les tirs israéliens, depuis cet été, sont bien plus puissants, bien plus massifs, bien plus profonds. Et le Hezbollah est très largement en dessous dans la réponse, y compris depuis 10 jours. Donc, le Hezbollah et l'Iran ont intérêt à la désescalade. Ils le disent quasiment à mots couverts. Les deux qui, jusqu'ici, n'y avaient pas intérêt, c'est Yahya Sinwar, parce qu'un embrasement régional, c'est ce qu'ils cherchent depuis le 7 octobre, c'est le Hamas, et Benyamin Netanyahou, parce que la guerre lui permet de rester au pouvoir, de consolider sa coalition, et accessoirement, et là on revient sur ce qui s'est passé à l'ONU, parce que c'est Biden qui a parlé, accessoirement, un embrasement régional, pour Netanyahou, ça permet de gêner Kamala Harris, parce que s'il y a guerre régionale, l'électorat démocrate américain sera beaucoup plus divisé que l'électorat républicain. Donc 2 dates importantes, le 7 octobre et puis le 5 novembre, l'élection exactement. américaine. À l'heure où l'on parle, si c'est important de le signifier, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou est dans les airs. Lui-même se dirige vers New York, à l'Assemblée générale de l'ONU, parce qu'il doit parler demain. Le fait qu'il y aille, déjà, c'est une bonne nouvelle ? Oui, exactement. Moi, quand je me suis réveillé ce matin et que j'ai vu qu'il avait pris l'avion à 4 h du matin, je crois, heure de Tel Aviv, donc 3 h du matin pour nous, j'ai poussé un ouf de soulagement, parce que quand le Premier ministre n'est pas là, ça veut dire qu'on peut espérer 48 heures ou 72 heures d'accalmie, ou en tout cas de faux plats. Il y a un Premier ministre par intérim qui a été nommé, qui est le ministre des Affaires étrangères. Il ne prend pas les décisions les plus importantes. Non, c'est même pas Galante, c'est même pas le ministre de la Défense, donc là aussi il y a eu un signal, ça peut rendre un petit peu optimiste. Attention, il y a des tirs massifs, il y en aura toute la journée des 2 côtés, il peut y avoir un accident au moment où on parle. Et à ce moment-là, ça peut s'embraser. Il y a ce qui peut ne pas se passer pendant que Netanyahou est aux États-Unis, et puis il y a ce qu'il va faire aux États-Unis. Il va y avoir de l'action diplomatique, forcément. Il va rencontrer des homologues. Oui, il va d'abord effectivement s'adresser à l'Assemblée générale de l'ONU. Bon, c'est pas là qu'on fait de la diplomatie généralement, et Netanyahou encore moins. Non, mais il y a ce qui se passe en coulisses, dans les couloirs. Voilà, ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe dans les réunions, ce qu'on a vu. Il va rencontrer ses homologues, il va rencontrer des chefs d'État qui ont parlé avec le président iranien Pezeshkian il y a moins de 24 heures. Donc, comme Emmanuel Macron. C'est à ça que ça sert l'ONU, en fait. Ça a l'air de rien, mais c'est que les boucles de communication sont très courtes. En quelques minutes, on peut demander une réponse au président iranien, il est dans le couloir d'à côté, ou à l'étage du dessus. Donc c'est le multilatéralisme, c'est le fait que, oui, le droit international
peut s'interposer et peut briser un cycle de vengeance. C'est l'espoir qu'on peut avoir ce matin. Sauf que Vincent Lemire, cet appel au cessez-le-feu, il intervient à un moment où l'armée israélienne a dit à ses soldats de se préparer à une possible entrée au Liban. Si ça se passait réellement, est-ce que c'est possible que ça se passe au sol? Alors, je prends mon risque, et je considère que cette annonce du chef d'état-major israélien fait partie d'un ultime bluff. Je pense qu'ils veulent prouver qu'ils sont capables de le faire et qu'ils le feront si le Hezbollah ne bouge pas. Donc ils veulent être crédibles, et ils ont bougé des brigades dans le nord, etc. Mais entrer au sud Liban, les Israéliens l'ont fait en 1982, ça a été une catastrophe. Ils l'ont fait en 2006, ça a été une catastrophe. À chaque fois, ça coûte son poste au Premier ministre, les 2 fois, donc Netanyahou peut s'en souvenir. Le sud Liban, c'est pas la bande de Gaza, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus montagneux. Parce que ceux qui nous écoutent peuvent se dire, attendez, on nous a dit la même chose pour Gaza, ils ont fini par y entrer. Même selon le Hamas, il y a 30 000 combattants du Hamas, le Hezbollah c'est 150 000 ou 200 000 combattants. L'objectif c'est pas du tout de détruire le Hezbollah comme Netanyahou avait dit qu'il voulait détruire le Hamas. Alors d'abord, du point de vue de la communauté internationale, puisqu'on parle de ça ce matin, le Hezbollah n'est pas un mouvement terroriste. Il faut le dire. C'est un mouvement politique qui a des élus au Parlement libanais et qui est dans le gouvernement libanais. Seule la branche militaire du Hezbollah est considérée par la communauté internationale comme un mouvement terroriste. Ce qui n'est pas le cas du Hamas. Hamas, branche militaire, branche politique, terroriste, selon le droit international. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette fameuse frontière qui a d'ailleurs été créée par le droit international. C'est la frontière entre le mandat anglais et le mandat français, la frontière actuelle entre Israël et le Liban. Elle a un siècle, 1923, cette frontière, exactement. Et puis, au-dessus, pour que les gens qui nous regardent comprennent, il y a ce qu'on appelle la ligne bleue, c'est le fameux fleuve Litani, dont on parle beaucoup, et qui est parti dans l'accord l'accord numéro 1701, où, normalement, le Hezbollah ne devrait pas agir au sud de cette ligne bleue. C'est ça l'enjeu en ce moment. Justement, il faut parler du but de guerre d'Israël qui est officiel. Israël bombardera le Hezbollah jusqu'au retour des habitants, des 60 000 habitants du nord d'Israël. C'est ce que dit Netanyahou. Est-ce que c'est réaliste ? Alors, c'est réaliste si cette phase de bombardement est suivie par une phase diplomatique. Je veux dire, là, objectivement, si on se met à la place de Netanyahou, il a intérêt à prendre ses gains. Vraiment. Ça veut dire quoi, prendre ses gains ? Prendre ses gains, ça veut dire que si maintenant il accomplit un chemin diplomatique, il est complètement gagnant. Parce que il a effectivement frappé très très durement le Hezbollah. Le Hezbollah pourra raconter ce qu'il veut. S'il y a un accord diplomatique dans les 72 heures, ça aurait été bien l'effet des frappes. Les 70 000 Israéliens, effectivement, rentrent chez eux dans le Nord. Ils en sont partis le 7 octobre. Et ensuite, on peut reparler de Gaza. Mais encore une fois, Netanyahou, il a cette date du 7 octobre en ligne de mire. S'il pouvait éviter que le 7 octobre se passe avec des manifs de familles d'otages, de la gauche, son gouvernement qui part à volo, Galante qui va peut-être se faire limoger, etc., je pense que ça peut l'arranger aussi, y compris sur le plan intérieur. Et on sait que pour lui, c'est ça qui compte essentiellement. Mais du coup, est-ce qu'il peut y avoir un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah sans qu'il n'y ait de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas ? Parce qu'il faut le rappeler, le Hezbollah se bat en soutien du Hamas. Alors, vous avez raison, le Hezbollah, depuis le 7 octobre dernier, a entamé des frappes limitées sur Israël en soutien au Hamas et a répété matin, midi et soir depuis 1 an, dès qu'il y a cessé le feu à Gaza, on arrête tout. Oui. Vous avez raison de rappeler ça, parce qu'il y a eu une occasion manquée plusieurs fois, depuis plusieurs mois et ces dernières semaines en particulier, c'est qu'un cessez-le-feu à Gaza réglait tout en même temps. Protection des populations civiles de Gaza, il faut rappeler quand même 40 000 morts à minima, dont 30 000 femmes et enfants. Ça permettait de ramener en vie les otages israéliens et ça permettait d'arrêter l'embrasement à la frontière nord et donc de ramener les habitants israéliens chez eux. Donc ça réglait tout. Le problème, c'est que le coût politique d'un cessez-le-feu avec le Hamas est beaucoup plus important pour Netanyahou qu'un cessez-le-feu avec le Hezbollah. Pourquoi ? Donc on peut... parce que le Hamas, c'est le 7 octobre. Parce que... capitulé, en fait. Voilà, c'est pour le trauma du 7 octobre en Israël, c'est bien plus fort que les quelques centaines de roquettes ou milliers de roquettes qui ont été tirées par le Hezbollah. Reste qu'en attendant le cessez-le-feu avec le Hezbollah,
Le bilan s'alourdit du côté des Libanais. Plus de 50 morts juste sur la journée d'hier, 220 blessés dans des frappes israéliennes. Là aussi, beaucoup de civils. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est adressé directement à la population libanaise et leur a dit... Il leur a d'abord demandé de fuir le danger et en plus, il leur a dit « la guerre n'est pas contre vous ». Le but derrière, c'est quoi ? C'est de retourner la population libanaise contre le Hezbollah ? Non, le but derrière, c'est de faire un petit peu de communication. C'était les mêmes messages qui étaient adressés aux Gazaouis, soi-disant au début, en disant « déplacez-vous vers le sud, vers El Mawassi et vous serez en zone sûre ». Et à El Mawassi, il y a eu des centaines et des milliers de morts civils. Donc, c'est du mensonge ? Oui, c'est vraiment ça, c'est de la com, ça a pas de... Et on voit pas... La population libanaise, elle est pas forcément solidaire du Hezbollah, mais il y a un consensus total contre Israël. Dans la journée de lundi, on est jeudi matin, ouais. Dans la journée de lundi, il y a eu 550 morts au Liban, c'est autant qu'en un an, que pendant toute l'année précédente. Il faut mesurer ce qui s'est passé lundi dernier, 550 morts dans une seule journée, c'est énorme, il y a 200 000 réfugiés libanais qui ont quitté le sud du Liban vers le nord jusqu'à Beyrouth et même encore plus au nord. Vous dites ces appels aux civils libanais de Benjamin Netanyahou, c'est de la communication. Est-ce que c'est pas aussi pour éviter de se faire taxer de crimes de guerre ? Ah oui, tout à fait. C'est de la communication pour éviter ou limiter en tout cas le risque de se faire taxer de crimes de guerre. Mais sur un plan opérationnel, Israël justifie quand même les attaques dans des zones civiles par la proximité d'installations de type militaire, des lance-missiles qui sont capables d'atteindre le territoire israélien. Est-ce que c'est une réalité ? Oui. De même que le Hamas a installé des armements dans des zones civiles. C'est une réalité. Mais un État démocratique, un État qui considère qu'il se conforme au droit international, n'a pas le droit de frapper des zones civiles, même s'il y a des armes dedans. En fait, il faut qu'on arrive à dire les deux choses dans la même phrase. Et d'un mot sur le Hezbollah, parce que tout à l'heure vous nous disiez, voilà, ils sont sur le frein, ils évitent de s'impliquer trop, mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi tout simplement très durement atteints par l'attaque au beeper et au talkie-walkie ? Est-ce qu'ils ont la possibilité aujourd'hui d'atteindre durement Israël ? Alors, ce que j'ai dit, c'est que même avant l'attaque du 17 septembre, les beepers et les talkie-walkie, ils étaient les deux pieds sur le frein. Pourquoi ? Parce que le Hezbollah, c'est un proxy de l'Iran, comme tout le monde le dit, et la seule ligne stratégique de l'Iran, c'est le programme nucléaire. Atteindre les capacités atomiques. C'est ça leur ligne stratégique. Et je veux dire, les Iraniens ont une ligne stratégique, une vision stratégique. Donc ils ne vont pas sacrifier leur programme nucléaire pour défendre ponctuellement le Hezbollah au sud du Liban. Donc, objectivement, le Hezbollah et l'Iran sont les deux pieds sur le frein. Ils n'ont pas intérêt à l'embrasement. Et c'est une bonne nouvelle. Vincent Lemire, historien, professeur à l'université Gustave Eiffel, est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. On vous retrouve juste après le fil info, 8h46, Maureen Suignard. Volodymyr Zelensky présente aujourd'hui son plan de la victoire. Le président ukrainien rencontre son homologue américain à la Maison-Blanche. Un plan pour mettre fin à l'invasion russe. Le chef d'État russe qui dit de son côté envisager le recours à l'arme nucléaire en cas d'attaque aérienne massive. Benjamin Netanyahou se rend à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il vient de quitter Israël. Le Premier ministre, sous la pression de la communauté internationale, prend la parole demain. Les frappes israéliennes ont fait plus de 600 morts au Liban en 3 jours. Plusieurs pays dont la France propose un cessez-le-feu de 21 jours entre Israël et le Hezbollah. Vous verrez peut-être un prélèvement du fisc aujourd'hui sur votre compte bancaire si votre prélèvement à la source n'a pas été suffisant l'année dernière. Un seul virement si vous devez moins de 300 €. Une vigilance orange en cours aux pluies et aux inondations dans le Jura, l'Ain, la Haute-Savoie et la Corrèze. France Info. Le 8-30 France Info. Jérôme Chapuis, Salia Bracchia. Toujours avec Vincent Lemire, historien, professeur à l'université Gustave Eiffel et donc spécialiste du Proche-Orient. Vous le disiez avant le fil info, le Hamas, Israël, par la voix du Premier ministre Benjamin Netanyahou, n'ont pas intérêt à ce que la guerre se termine à Gaza. Pourtant, vous appelez à un camp de l'apaisement. Contre cette complicité criminelle, vous utilisez ces mots-là. Qui peut organiser ce camp de l'apaisement ? Avec qui ce camp de l'apaisement ? Effectivement, j'ai publié un texte dans le journal Le Monde le week-end dernier pour essayer, au-delà des discussions, au-delà de la polarisation du débat public français sur qui sont les bons, qui sont les gentils, de voir qui avait intérêt à l'embrasement et qui avait intérêt à l'apaisement. On l'a dit tout à l'heure, ceux qui ont intérêt à la désescalade, en tout cas, c'est l'Iran et le Hezbollah. Ceux qui ont toujours intérêt à l'embrasement, c'est le Hamas et Netanyahou. Et pourquoi ? Parce que
le Hamas a besoin de desserrer l'étau militaire sur les tunnels de Gaza, très objectivement. Sinon, effectivement, il aurait besoin d'une désescalade. Et Netanyahou, parce qu'un embrasement régional le sert politiquement, consolide son opinion publique, sa coalition et accessoirement favorise son allié Donald Trump. Mais c'est pour ça que les négociations, elles piétinent là depuis plusieurs mois. C'est pour ça qu'elles piétinent, mais c'est un peu tautologique ce que je vais dire, mais ça va finir par arriver. Et là, ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, en fait, c'est que vous nous parliez du 7 octobre, vous nous parliez du 5 novembre, la présidentielle américaine. Donc, d'une certaine manière, ce qui est en train de se jouer là, en ce moment, c'est vraiment un moment clé. Oui, parce que, encore une fois, le 7 octobre s'approche. En Israël, ça va être une journée historique, je veux dire, de commémoration. Commémoration, normalement, ça veut dire communion. Ça veut dire qu'on fait silence et ça veut dire qu'on pleure les morts, d'accord ? Les civils, les otages, les soldats, etc. Vous imaginez, si Netanyahou, ce jour-là, s'il y a des klaxons, s'il y a des manifestations, s'il y a des manifestations qui sont durement réprimées, on a eu quand même le syndicat qui avait lancé une grève générale, s'il y a des kibboutz dans le sud d'Israël qui finalement confirment qu'ils ne veulent pas participer à ces commémorations parce qu'ils considèrent que Netanyahou a trahi son pays, a voulu protéger sa coalition plutôt que sa population, comme l'a dit Benny Gantz. Donc on peut imaginer que Netanyahou a intérêt à un 7 octobre qui se passe dans l'apaisement. Mais des manifestations, il y en aura forcément puisqu'il y a toujours des otages. Alors, il y en aura. Alors, encore, on peut être plus optimiste que ça. Je pense que le déclenchement de ce qui s'est passé au Liban, et s'il y a une porte de sortie positive pour Netanyahou, ça pourrait accélérer le cessez-le-feu à Gaza. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, ça baisserait un petit peu les enjeux sur le cessez-le-feu à Gaza. Vous voyez ? Ce serait pas Netanyahou qui se serait couché face à ses ennemis, ce serait Netanyahou qui aurait gagné à la frontière nord et qui pourrait donc, d'une certaine manière, faire de la politique et de la diplomatie dans la bande de Gaza. L'importance de l'opinion publique en Israël, qui, on l'a dit, manifeste beaucoup contre Benyamin Netanyahou. Est-ce qu'il manifeste pour le retour des otages ou aussi pour ce qui se passe à Gaza avec, on l'a dit, les plus de 40 000 morts ? Non. Ils manifestent essentiellement pour le retour des otages. Ce ne sont pas des manifestations pacifistes. Et c'est ça qui est terrible à dire. Et quand on interroge les Israéliens, ils le disent eux-mêmes, il y a une faille empathique. Ils n'arrivent pas à s'intéresser à ce qui se passe à Gaza. Effectivement, Gaza, c'est 40 000 morts. C'est au moins 40 000 morts. C'est les 40 000, 42 000 morts. Les ONG disent plus, oui. C'est ceux qui sont localisés et identifiés et qui sont sortis des décombres. Il y en a sous les décombres. Il y a aussi des personnes âgées, des gens malades qui vont mourir, etc. 40 000 morts, dont au moins 30 000 femmes et enfants. Si on ramène ça à la population française, ça correspondrait à 1,5 million de morts, dont 1 million de femmes et enfants. C'est des chiffres qui sont absolument vertigineux. Le problème, c'est que autant on peut s'identifier très facilement aux otages, par exemple à ceux qui ont été assassinés de sang-froid il y a 3 semaines, parce qu'on connaît leur visage, leur nom, leur histoire, et on a leur portrait dans le journal, parce qu'il y a aussi une presse israélienne qui le documente, c'est beaucoup plus difficile à Gaza. Et les chiffres des morts à Gaza, d'une certaine manière, agissent sur nous comme des anesthésiens. Oui. On dit 20 000, 30 000, 40 000, on ne sait plus. Ce que c'est. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de presse internationale dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Israël a bloqué l'entrée des journalistes. Et le Hamas, et il y a pratiquement 150 journalistes locaux qui ont été tués aussi par l'armée israélienne. Donc on a plus de mal à mettre des visages en fait sur ces milliers de morts, et je pense que ça a aussi un effet sur l'opinion publique israélienne. On parlait de l'ONU, de l'importance de ce qui s'est passé hier soir. Une autre organisation internationale est attendue. On attend ce que va décider la Cour pénale internationale au sujet de mandat d'arrêt concernant le Hamas, mais aussi Benyamin Netanyahou et le ministre de la Défense. Si la décision est prise des mandats d'arrêt, ça peut aussi tout accélérer, ça peut tout changer. Oui, et Netanyahou en a très peur. Le droit international, c'est pas seulement une invocation éthique ou morale. Le droit international, c'est aussi un outil pragmatique pour régler les conflits. Quand vous avez 2 personnes qui veulent s'entretuer en France ou en Europe, il y a un juge qui s'interpose. Sinon, il y a un cycle de vengeance. C'est la vendetta. Et entre 2 États, c'est pareil. Donc, je voudrais que les gens qui nous écoutent comprennent que quand on dit droit international, on n'est pas seulement en train de tenir un discours moral ou éthique. Mais on a l'impression qu'il est malmené aussi, ce droit international, depuis le début de la guerre. Mais parce que le problème, c'est qu'en France, vous avez un juge, mais vous avez aussi un policier.
D'accord ? Et le problème, c'est que les juges de la CPI et de la CIJ, il y a le juge, mais il n'y a pas la force qui va avec. C'est ça le problème. Et les casques bleus de l'ONU ne sont pas là pour arrêter des gens. Mais là où vous avez dit le point important, c'est qu'un mandat d'arrêt international, ça voudrait dire que Benjamin Netanyahou ne pourrait plus voyager dans aucun État signataire de la Convention sur la CPI, c'est-à-dire dans tous les États de l'Union européenne. Je vous rassure, il pourrait aller aux États-Unis parce que les États-Unis ne sont pas signataires. Il y a eu le même sujet pour Vladimir Poutine et ça ne l'a pas empêché de se rendre. Il a été une fois en Mongolie. En Mongolie. Quand même, hein, c'est pas simple. Pourquoi on doute du droit international aujourd'hui ? Parce que ça fait plusieurs mois que les alertes, notamment des Nations Unies, se multiplient et que du côté israélien, rien n'est appliqué, rien n'est pris en compte. Parce qu'il y a aussi la décision de la Cour internationale de justice, la CIJ. Elle a déjà prévenu il y a quelques mois du risque génocidaire à Gaza, mais ça n'a pas empêché la poursuite du conflit. Là aussi, à quoi sert la CIJ alors ? Alors, encore une fois, peut-être que si elle n'était pas intervenue, ça aurait été pire. C'est horrible ce que je dis, hein, mais c'est un peu comme les diplomates. Les juges sont aussi là pour empêcher le pire. Et il peut y avoir le pire du pire. Le mot génocide, il est extrêmement polémique en France. Je voudrais prendre 1 minute pour expliquer ce qui se passe. La CIJ est le seul tribunal au monde qui a un mandat, non seulement pour punir un crime, mais aussi et surtout en fait pour le prévenir, pour empêcher qu'il n'arrive. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États ont décidé que le crime de génocide était trop grave et que donc pour qu'on attende qu'il soit commis, pour pouvoir intervenir. Et donc, c'est le seul crime qui justifie qu'un tribunal intervienne avant qu'il soit commis. Vous, si je vous dis, vous allez voler une voiture la semaine prochaine, vous voyez, on n'a pas le droit, c'est pas Minority Report. Oui. D'accord ? Mais pour le crime de génocide. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que la CIJ, à partir du moment où il y a ce qu'on appelle une intention génocidaire, c'est-à-dire des responsables politiques ou sécuritaires qui appellent, par exemple, à la déportation massive des habitants de Gaza, comme l'a fait Ben Gvir, comme l'ont fait Smotrich, comme même l'a dit à demi-mot Netanyahou, il y a une intention génocidaire. Et génocide, ça ne veut pas dire Shoah, hein, en droit international, c'est beaucoup plus large que ça. C'est une définition très extensive. À ce moment-là, la CIJ, elle n'a pas seulement le droit, elle a le devoir de se saisir de la cause, parce que la Convention de 1948, c'est Convention pour la prévention et répression du génocide. Elle doit donc intervenir pour que ça n'arrive pas. Et donc, je termine, même si dans 10 ans on dit vous voyez, il n'y a pas eu génocide, ça ne voudra pas dire que la CIJ ne devait pas intervenir. Elle devait intervenir pour que ça n'arrive pas. Et le débat du moment, c'est pas est-ce que c'est arrivé, c'est est-ce que ça pourrait arriver. Ça rejoint d'ailleurs un propos qui a été tenu cette nuit par Emmanuel Macron, une proposition qui est de dire on n'utilise pas le droit de veto aux Nations Unies s'il y a crime de masse. Oui, et d'ailleurs, on pourrait aussi, on a dit que s'il y avait un appel direct au cessez-le-feu assorti de possibles sanctions au Liban au Conseil de sécurité, il est possible que les États-Unis ne mettent pas leur veto. Hein. Il y a un contexte qui serait nouveau. Hein. Ce qui serait nouveau. Il y a eu au printemps dernier une résolution où il s'était abstenu, et donc la résolution avait pu passer. Joe Biden, on a parlé du 7 octobre, vous avez parlé du 5 novembre. C'est les 2 dates importantes qu'on doit avoir en tête tout le temps. Biden n'est pas candidat, il n'est plus candidat. Et donc, j'essaie toujours de verser du côté optimiste. Ça pourrait lui donner quelques cartes à jouer en plus. Il n'est pas candidat, un peu plus libre. Et donc il est un tout petit peu plus libre. Alors bon, sa vice-présidente est candidate. Donc et d'ailleurs, Harris, Trump élu le 5 novembre, ça change quoi ? Alors, si Kamala Harris est dans le bureau ovale, elle n'est plus candidate, elle est élue, elle est tranquille, et elle n'a pas la même ligne politique que Joe Biden, elle n'est pas de la même génération, elle sera élue par la base démocrate, elle aura des comptes à rendre à cette nouvelle base démocrate, et donc oui, on pourrait imaginer que, on va dire, le soutien qu'on appelle le soutien indéfectible des États-Unis aux jusqu'aux boutistes israéliens pourrait évoluer. 2 mots pour finir sur le débat en France. Vous l'avez évoqué rapidement. Les termes du débat en France, vous dites, ils ne sont plus à la hauteur en fait, parce que les enjeux électoraux s'en mêlent. Clairement, aujourd'hui, quand vous avez des personnalités politiques françaises qui s'expriment sur ce qui se passe au Proche-Orient, il y a forcément de l'instrumentalisation. Oui, le camp de la paix est mort. En même temps que le processus de paix du même nom. C'est pour ça aussi que j'appelle maintenant un camp de l'apaisement, qui est un préalable à autre chose. Si le 7 octobre pouvait servir à quelque chose chez nous, en France, ça pourrait être à ça, à retrouver ce moment de dignité et de gravité qu'on a eu. Enfin, moi, je suis beaucoup intervenu dans les médias après le 7 octobre 2023, et pendant quelques semaines, peut-être parce que les gens étaient dans un tel état de sidération, mais au moins tout le monde
s'écoutaient et les arguments les plus contradictoires pouvaient être échangés. Je constate que le débat public sur la situation israélo-palestinienne n'a cessé de se dégrader depuis le 7 octobre dernier. Parce qu'il y a eu là, au moins la montée aussi des actes antisémites. Bien sûr. Quand l'extrême droite, par exemple, reproche à l'extrême gauche de ne pas s'être autant mobilisée pour d'autres conflits comme le Soudan, d'autres pays en Afrique, vous comprenez cette remarque ? Mais non, mais parce que le conflit israélo-palestinien, il a été généré et paramétré par la communauté internationale. Après la Première Guerre mondiale, Société des Nations, après la Deuxième Guerre mondiale, ONU, il est dans le berceau du droit international depuis le début. Donc, elle n'a pas le choix, la communauté internationale. C'est son conflit fondateur, systémique. Elle ne peut pas s'en débarrasser. Et c'est vrai, peut-être les gens qui nous écoutent nous disent on parle moins des Ouïghours, on parle moins du Soudan. Mais oui, mais l'ONU n'est pas... Voilà, c'est pas un conflit matriciel pour la communauté internationale et pour le droit international, comme l'est le conflit israélo-palestinien qui a été généré et paramétré par la communauté internationale. Merci beaucoup, en tout cas Vincent Lemire, on a bien compris, il y a des intérêts, il y a la diplomatie, il y a le moment du droit, il y a peut-être aussi un espoir. Je rappelle que vous êtes historien, professeur à l'université Gustave Eiffel. Je renvoie à la bande dessinée, le best-seller Histoire de Jérusalem, et puis le podcast Israël-Palestine, Anatomie d'un conflit, que vous réalisez avec Thomas Negaroff. Merci encore Vincent Lemire.